S'impliquer. Bien souvent dans la vie, pour comprendre quelque chose pleinement, il faut imaginer notre vie sans cette chose. Qu'est-ce que serait ma vie sans implication? Qu'est-ce que serait ma vie si je ne m'impliquais pas, si je ne m'impliquais dans rien? Je pense qu'en répondant à cette question-là, on nomme aussi l'importance de s'impliquer dans notre vie pour se sentir épanoui. S'impliquer, c'est comme s'engager. Ça peut être très effrayant, ça peut paraître comme une montagne. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à chaque pas, on s'implique. Pas besoin de gravir la montagne au complet en une seule journée pour s'impliquer. Il suffit de mettre un pied devant l'autre et de tendre la main. Bon, OK, ça paraît sûrement un peu simpliste dit comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. S'impliquer, c'est mettre une partie de soi-même dans ce qu'on fait. Mais là, j'ai assez parlé et je vais plutôt vous laisser découvrir le reste en compagnie de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Comme je l'explique à mes élèves, quand j'ai commencé le karaté, tu m'aurais dit que je serais ceinture noire un jour, j'aurais dit hey, arrête ça, toi. Et puis un jour, tu m'aurais dit que j'aurais été propriétaire de l'école. Ben voyons, non, ça se peut pas, c'est impossible. Jamais je me serais vu là. Puis après ça, tu m'aurais dit que je suis président de la fédération, le conseil d'administration, tout ça, et que je serais un des plus hauts gradés de la fédération. J'aurais dit non, ça va pas dans la tête, là, c'est impossible. On va profiter du moment présent, puis on verra plus tard. Je me présente, Alain Lavoie. Je suis ceinture noire 7e dan de karaté de la Fédération Yosekan Karaté-Do. Ceinture noire 5e dan en Iaido, maniement du sabre de samouraï. Je suis aussi ceinture bleue en Jiu-Jitsu. Donc, le karaté, c'est une grosse partie de ma vie, disons. Une paire de nunchakus, bon, les fameux bâtons avec une chaîne là, que Bruce Lee maniait dans ses films, ça se trouvait pas nulle part. Donc, on les fabriquait. On volait le manche à balai à cachette, puis là, on le coupait avec 2 bouts, en espérant ne pas se faire prendre, ce qui arrivait jamais. Et on passait des trous, on mettait une corde et on se fabriquait des nunchakus avec un manche à balai. Et le bout qui restait, bon, on faisait un sabre. On mettait du tape noir sur à peu près long comme ça, puis le reste, on imaginait que c'était une lame. Fait qu'on se frappait avec des épées, on mettait un petit rond pour faire comme la garde, puis on s'organisait avec pas grand-chose. L'élève débute à la ceinture blanche pour obtenir par la suite la ceinture jaune, orange, verte, bleue, brune, et ensuite de ça, la ceinture noire avec les différents grades qui vont avec. La clientèle, elle est très variée. Mon record, c'est un élève de 74 ans. Les personnes apprenaient même le karaté dans l'espoir de jamais s'en servir. Ça, c'est le premier concept de base. Le karaté, tu l'apprends et c'est comme une police d'assurance. C'est merveilleux si tu n'en as pas de besoin. On peut dire que grâce au karaté, ça m'a permis de voyager. Je suis allé en Côte d'Ivoire pendant 2 semaines sur leur invitation. J'ai été accueilli, là, écoute, rien à dire. J'ai eu un traitement de rockstar, là, c'est pas malin. À tous les soirs, il y avait un cours avec les ceintures noires surtout. Le calibre est très fort. C'est vraiment des passionnés. J'oserais même dire qu'ils sont plus passionnés qu'on peut l'être au Québec. Je suis allé là au mois de février 2019. Bon, je me suis dit, février, c'est l'hiver, il ne faut pas trop chaud. Bon, première erreur, c'est l'été, là-bas, en février. Donc, quand j'ai débarqué de l'avion, la première chose que j'ai faite, c'est... chaud! Je sortais dans le corridor de l'hôtel, mes lunettes devenaient embuées, tellement que c'était humide. J'avais 2 kimonos. Le soir, quand j'arrivais, j'aurais pu le tordre. Je l'accrochais. Le lendemain, je partais avec un autre et lui, il séchait presque. À 25 degrés dans une chambre, ça sèche pas beaucoup. Donc, il était presque sec quand je le remettais le lendemain. C'était collant, on peut dire, oui. La moufette. Les rencontres avec des moufettes, comme mon chien s'est fait arroser, pas une fois, 2 fois, mais aussi d'autres, ça peut se paraître. C'est quasiment gênant d'en parler, mais j'aime ça, cette odeur-là. Je trouve ça intéressant comme odeur. C'est sûr, je voudrais pas en avoir sur moi, là, mais je voyais avec du monde en auto, puis s'il y a une moufette écrasée dans le chemin, c'est effrayant, c'est pas... Oui, ça sent, mais ça m'incommode pas. Force de remarquer
avec les années, mon implication, mes voyages, tout ça, que les enseignants durent longtemps. Contrairement à la compétition, qui est très bien, puis je pense que c'est nécessaire d'en faire, on n'est pas compétitif toute notre vie. Rendu à un certain âge, on va se le dire, on court moins vite. Tandis que l'enseignement, plus on vieillit, je pense meilleur on devient. On acquiert de l'expérience, on est plus sage, j'espère. On a plus de trucs, plus de connaissances. Qu'est-ce que ça leur apporte? Premièrement, ça les fait bouger, donc c'est très bon. On est à l'époque des jeux vidéo, ça c'est sûr que c'est bouger un peu moins. Ensuite de ça, ça va développer sa concentration. Et beaucoup de parents nous rapportent comme information qu'ils ont vu une amélioration scolaire quand les enfants font du karaté. Apprendre le respect, il y a une hiérarchie dans les arts martiaux. C'est sûr que c'est pas l'armée, mais il y a quand même un niveau hiérarchique. En rentrant, on salue nos instructeurs, et puis je pense que c'est bon pour les enfants. La confiance qu'une personne va gagner aussi, vaut l'autodéfense. Si la personne sent qu'elle a des moyens de se défendre ou de réagir à une agression, elle va gagner en confiance. Par contre, on met l'important sur ne pas devenir un harceleur. Si jamais il y en a un qui traverse cette frontière-là, l'école nous avise et on avise à notre tour l'élève. Soit un jour avoir besoin d'une pierre tombale. On pourrait écrire Alain Lavoie, c'est donné pour les autres, des fois au détriment de lui-même. Il a fait de son mieux et a été comblé par la vie. Un principe que j'adore, c'est le principe de donner au suivant. Tu vas rendre service à quelqu'un, puis c'est pas lui qui va te le rendre. Ça va revenir d'un autre endroit. Donc on pourrait dire, tiens, Alain, donnez au suivant, continuez ça. Pas parce que moi j'ai arrêté que vous devez arrêter. Je suis né à Alma, on allait à la pêche, on faisait des cabanes dans le bois, on allait jouer au baseball dans le terrain en face de chez ma tante. Mais en 63, mes parents ont décidé de déménager à Montréal. Donc j'avais 3 ans. C'est drôle parce qu'on partait de la banlieue d'Alma, Noville. 2 rues plus loin, c'était la forêt, là, tu vois le genre. Puis on se ramasse sur la rue Sherbrooke entre Saint-Laurent puis Saint-Urbain, là, justement en plein centre-ville, dans un hôtel, en plus, une maison de chambre, si je peux dire. On avait des coquerelles, j'ai eu des punaises dans mon lit. C'était vraiment la jungle, si je peux dire, là, puis les rats. J'entendais galoper, clic, 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 les rats à peu près toutes les nuits. Puis ça, j'ai eu la terreur tout le temps de voir un museau de rat qui sorte à côté de ma tête de mon lit. Le pire, c'est que c'est arrivé à mon frère, ça. Lui, il dormait, il avait une tête, il était dans la même chambre que moi, on partageait la chambre. Il avait une tête de lit avec des choses, des livres, des affaires comme ça, puis il avait mis des paparmanes sur sa tête de lit. Puis à un moment donné, il s'est réveillé, il y avait un gros rat d'égout à côté de sa face qui mangeait les paparmanes. Je m'appelle Aubert Tremblay, journaliste à la retraite et j'aime l'art sous toutes ses formes. J'ai passé mon enfance donc entre les ruelles. On allait ramasser des bouteilles sur le Mont-Royal pour vendre les bouteilles, pour ensuite aller louer un vélo, parce que mon père voulait pas qu'on ait un bicycle en centre-ville de Montréal, fait qu'on allait louer des vélos comme ça, sans le dire à mon père, on allait se promener dans les ruelles un peu partout à vélo. Bref, ça c'est l'enfance ville, Montréal. Je suis rentré en première année à 4 ans. Donc j'étais 2 ans plus jeune que tout le monde. Le centre-ville de Montréal, à l'époque, c'était un milieu assez rough, on va le dire. Puis là, j'ai compris aussi qu'il y a des hiérarchies dans les bums, là. Parce que il y a les vrais bums, ceux d'en haut, là, qui n'ont pas peur de personne ou à peu près. Puis il y a ceux dans le milieu qui aimeraient bien être des vrais bums, mais qui sont pas assez forts pour planter ceux d'en haut. Fait qu'eux, ils se revengent souvent sur les plus petits. Comme moi, par exemple. Fait que donc, j'ai appris que les plus sadiques, on va dire, c'est les petits bums, pas les vrais grands bums. Moi, j'ai toujours fait de la chanson. Je me souviens, le premier disque que j'ai écouté, j'avais 4 ans, c'était un disque de Piccolo, Paul Buissonneau. Puis je l'ai retrouvé à Radio-Canada dans les archives, je l'ai piqué de Radio-Canada, excusez-moi, à Radio-Canada. De toute façon, vous en servez même plus des disques vinyles. À Saint-Casimir, il y avait un groupe qui s'appelait le Club de guitare, qui faisait des déjeuners avec chacun qui faisait 2 chansons en avant. Et j'ai embarqué tout de suite là-dedans. J'ai participé à ça. On a parti à Cap-Rouge, un événement qui s'appelait Les Parfaits Inconnus de Cap-Rouge. On se rencontrait, puis chacun lisait. Le seul critère, il fallait que ça soit quelque chose que tu as écrit toi-même. De la poésie, du théâtre, de la chanson, n'importe quoi, mais du moment que ça vienne de toi. C'était notre critère. On a fait ça pendant 10 ans. Puis ensuite, on a fondé les Déjeuners du Bourg-Saint-Louis. Tu as 7 minutes, tu fais ce que tu veux sur scène, puis il y a un déjeuner à la clé. Je trouve que ces rencontres-là, c'est formidable, parce que c'est des rencontres, justement. Ce que j'aime, c'est l'art de proximité. C'est-à-dire que je préfère de loin voir un de mes amis qui s'essaye à la guitare puis qui est un peu tout croche, là. J'aime mieux voir ça
qu'un grand artiste que tout le monde va voir, mais je sais pas qui est-ce qui sont à côté de moi, puis on se regarde pas nous-mêmes. Moi, je préfère l'art réseau, c'est-à-dire que mon voisin, il va aller sur la scène, je le connais. C'est ça que j'aime dans ce genre d'activité-là. Peut-être je suis vieux jeu, là, peut-être c'est là, c'est ça. Je suis trop vieux, ça doit être ça à la fin. Je sortais de l'université en agronomie. Je venais de me faire plaquer par ma blonde de l'époque, puis j'ai rencontré une Uruguayenne. Je suis allé vivre avec elle en Uruguay pendant 1 an et demi, là. Je suis parti avec un billet aller-retour, mais je l'ai prolongé pour rester là plus longtemps. En Uruguay, j'étais entraîneur de gymnastique aux appareils. Qu'est-ce qui m'a amené à Neuville? Ben, c'est Nicole, ma conjointe. On s'est rejoints parce qu'elle faisait de la gymnastique aussi quand elle était jeune. Elle aime chanter aussi. Donc, on s'est mis à chanter ensemble. Je vis dans les livres, moi dans les chansons. On ne sait pas vivre dans cette maison. Une de nos activités à Vue de Neuville, c'est En chantant sur le perron. Ce qu'on s'était dit, c'est que ce serait le fun de faire des spectacles spontanés. On s'installe là, puis on chante, là, justement, spontanément. Puis là, ceux qui veulent venir avec nous autres, ils viennent. Puis c'est toujours dans le même esprit de l'art de proximité, finalement. Là, tu sais. À Deschambault, la dernière fois cette année, c'était 4 heures de fil à chanter, justement. J'avais plus de voix, mais du tout à la fin, la dernière fois, là, parce que je commençais à avoir un rhume, probablement. Mais j'aimais ça. 4 heures de temps, les gens passent, puis ils dansent un peu, ils nous sourient, ou ils passent sans nous regarder. C'est pas grave. La musique, il faut que ça serve à ça, à s'amuser. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble, qu'on passe du bon temps ensemble. Je dirais aux gens, allez vivre en région, c'est tellement le fun, justement. Pour ça, vous êtes moins anonyme, vous êtes quelqu'un là, à travers les gens. C'est bien plus plaisant, dans le fond, là. Sur ma pierre tombale, on pourrait écrire « Il a fait de son mieux en tentant de faire le moins de mal possible ». Et moi, ce que j'aime, c'est la phrase « Il ne savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'il a réussi ». Il faut rêver, même si ça semble impossible à atteindre, il faut le faire pareil. Si je vous dis s'impliquer, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous évoque? Être impliqué, c'est se donner à 100%. Moi, j'aime m'impliquer dans ce que j'aime faire, aider les autres, etc. Donc, c'est vraiment ça. S'impliquer, c'est être près des gens, c'est chercher à les comprendre, c'est chercher à voir ce qu'ils veulent dire. S'impliquer, c'est se donner entièrement à la discussion qu'il y a entre différentes personnes. Moi, je suis une famille d'accueil. Mon Dieu, OK, Donc, oui. j'ai une jeune fille de 12 ans qui vit avec moi. Puis ça me demande quand même beaucoup d'implication parce que moi, j'ai 3 enfants adultes de 30 ans et plus. Donc là, je recommence dans les divisions, les soustractions, ces choses-là. Alors oui, ça demande beaucoup d'implication. En tant que jeune maman, j'essaie même de m'impliquer ailleurs parce que pendant mon congé de maternité, je trouve ça long. Je vais être correctrice pour une revue qui est dirigée, c'est un organisme à but non lucratif. Puis en fait, pendant que j'ai un peu de temps, je combine mes 2 passions, l'architecture et l'édition, pour aider à la correction puis à la mise en page de la revue. Je reste dans une résidence de personnes âgées, puis j'aide beaucoup mes voisins, je donne la bouffe, puis s'ils sont pas mal pris, bien, je m'implique, je vais les aider. C'est ça. Puis qu'est-ce que ça vous permet de vous impliquer? Qu'est-ce que ça Moi, vous ça fait procure? ma journée à chaque fois. Des fois, c'est un sourire, puis ça fait du bien. J'ai commencé à être policier en 73 à cause de Abscal. À ce moment-là, il y avait juste des gars, il n'y avait pas de filles. Il y avait des exigences physiques, c'est-à-dire c'était 5'9", 175 livres. Ça a beaucoup évolué depuis ces années-là. Dans notre temps, le communautaire, ça n'existait pas beaucoup, là. Les piqûres du communautaire, c'est l'héritage de mes parents, surtout plus de mon père. C'est comme un gène, c'est comme une drogue. Je le dis souvent, je n'ai pas beaucoup de mérite. J'aime ça, puis pour moi, là, c'est un mode de vie, c'est à tous les jours. Mon nom, c'est Robert Gagnon. Mon parcours professionnel, c'est 38 ans de police. Et depuis ma retraite, je suis au service de la communauté. Des cas cocasses, il m'est arrivé dans notre travail, ça c'est sûr. Mais entre autres, là, on avait reçu un appel pour un individu qui avait besoin d'aide. On avait été le voir, puis on avait joué avec un peu. Puis là, je voyais que ça allait pas bien. Là. Je sais pas s'il avait mal au cœur, de la manière qu'il se tenait la bouche. Puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'il avait mis ses 2 appareils en envers. L'appareil de son dentier d'en bas, il l'avait mis en haut. Puis celui-là d'en haut, il l'avait mis en bas. De là, il y avait toute la boue. Là, il y avait des dents sorties. Alors ça,
On avait crampé, regarde, ça doit faire 25 ans de ça. Des fois, les gens, lorsqu'ils passent en devant un poste de police, tout le monde pense que c'est barricadé, c'est des vitres antiballes, on a une machine pour arracher les ongles, c'est toutes des phases de bois. C'est pas ça, là. Le service de police, là, c'est comme tout le monde, c'est des humains avec des points forts, des points faibles. Le policier, là, c'est d'être comme tout le monde, là, contrairement à ce qu'on peut penser, là, des bons joueurs de tour. Il y en a qu'on peut compter, puis il y en a qu'on peut pas compter. Bien, un que je peux vous compter, c'est qu'à un moment donné, moi, je marchais beaucoup l'hiver, je ramasse ma tuque, puis j'arrive dehors, puis je viens pour mettre ma tuque, puis ça rentrait plus, là. Il l'avait broché, là. Fait que le gars qui était avec moi, là, il était-tu pas crampé? Fait que j'ai vite deviné que si c'était pas lui, il était pas loin. Si je m'en ai fait jouer, c'est peut-être à cause que je n'ai joué aussi. Ça que me dit que ça, c'est moitié-moitié. Je n'étais pas avec une victime, là. Quelqu'un qui emmenait ses œufs pour son repas de nuit, des fois, on y mettait au congélateur. C'est sûr, à un moment donné, quand il venait pour le conseil, il y avait une surprise. Des fois, à un moment donné, quand on avait un nouveau policier ou une nouvelle policière qui commençait, on partait un peu avant, on se cachait à l'intérieur, puis on faisait faire des sauts. On se cachait dans un camion, puis on tirait ses flûtes, là. Tu sais, quand il est 2h30 du matin. Alors, c'est le genre de petit tour qui se faisait, là, bien amical. J'ai connu la période où on n'avait pas de TV. On se rabattait beaucoup sur la radio. Et puis, j'ai encore cette radio-là. Ça date depuis plus de 40 ans. Pour moi, c'est un objet là, inusité, mais qui est toujours dans le décor chez nous. Là. Puis, je vous confie un petit secret. Moi, la radio, j'écoute ça jour et nuit. Là, je me couche le soir, j'ai mon appareil avec une oreillette. Je m'endors, à un moment donné, je me réveille, puis là, je prends une nouvelle. Mon épouse, des fois, à un moment donné, elle trouve ça tenable. Des fois, je la réveille, je dis « Hey, Muriel, as-tu su qu'un tel est décédé, il vient d'écouter ça à la radio? » Fait que ça, c'est des petits faits cocasses. C'est certain que les enfants, ça en tient beaucoup à cœur. La preuve, c'est que lorsque j'ai pris ma retraite comme policier, ça n'a pas pris de temps que le téléphone a sonné. On m'a invité si je voulais devenir brigadier scolaire. Et puis, pour moi, là, ça a été vraiment là, une belle expérience. Lorsqu'on est rendu à une certaine étape de notre vie puis qu'on nous demande de relater les plus beaux souvenirs, on fait référence à notre enfance. Et puis, je me dis que les jeunes, que si je pouvais donner, quand on prend la peine de choisir avec eux autres, les écouter, il ne fallait pas que je manque ce rendez-vous-là. L'Association de rêves d'enfants, moi, ça fait plusieurs années qu'on s'implique. On voit régulièrement des enfants qui sont atteints de maladies incurables. C'est une leçon de vie lorsqu'on rencontre ces jeunes-là parce que jamais ces jeunes-là vont se plaindre de quoi que ce soit. Puis on a vu des fois, des jeunes avoir un rêve, des fois, là, on pense toujours à un gros rêve là, de plusieurs milliers de dollars. On a vu des fois, un jeune qui voulait avoir un lit. Alors, il reste quand même là, que c'est des choses de base, hein? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les itinérants. C'est pas un choix de vie. Là. Tu sais, quand on vient au monde, on dit pas « moi, je vais faire un itinérant ». Des fois, ils te rencontrent des choses, puis c'est pas toujours agréable à entendre. Puis je me dis tout le temps, si juste la moitié de ce qu'il dit est vrai, c'est déjà trop. Après toutes ces années, au niveau de la communauté, tu peux pas dire que le lendemain de ta retraite, que tu fermes toutes les portes, puis que tu réponds pas au téléphone, puis tout ça, là. J'ai dit, ben, je prends ma retraite, les gens vont peut-être m'oublier un petit peu, mais loin de là, on ne va pas oublier. Je suis toujours un bénévole actif, même à la retraite, là, je n'ai pas arrêté. Sur ma pierre tombale, on pourrait écrire « Chers amis, faites-vous-en pas, je suis parti à une petite réunion. Je vais revenir d'une façon ou d'une autre. Sous quelle forme? Je ne le sais pas, mais je vais revenir vous voir. » Moi, je dis souvent, on va être mort bien plus longtemps qu'on va être en vie. Alors, dans le temps qu'on est en vie, profitons-en. Parce que je me dis qu'on est quand même chanceux, là. On a reçu des bonnes valeurs, alors c'est à nous de les retransmettre pour préparer la relève.